Donc, l'Institut d'études de l'Islam, des Cités du monde musulman et la Bulac se réjouissent d'abord de vous accueillir ce soir pour notre dernière conférence, notre dernier cycle, dernière conférence du cycle, pardon, Écologie en Islam, avec une conférence qui est dédiée à l'espace qu'on a à chaque fois évoqué, mais par ses marges, lors des 7 précédentes conférences. C'est donc le désert, avec aussi des oasis, et en particulier la question de comment est-ce qu'on habite le désert, à la fois dans l'histoire passée. On va remonter peut-être jusqu'au XVIIe grâce à Ismail Varchad aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, avec notamment des études plus anthropologiques donc de Léo Marty. Donc on se réjouit de vous accueillir et que vous puissiez nous suivre aussi sur la vidéo de cette conférence. Et je suis très content d'accueillir pour cela donc Léo Marty, qui a une double casquette. Il y a une vie officielle et un engagement personnel enfin, voilà, qui apparaissent un peu décorrélés, mais qui sont intéressants. Donc Léo Marty est post-doctorant au Muséum d'histoire naturelle et il est spécialiste notamment depuis sa thèse sur l'oasis d'Aloula dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, qu'il a étudié dans sa thèse. Il nous en parlera comme un socio-écosystème, notamment avec une analyse centrée sur l'analyse des normes, à la fois produites sur place, surimposées par l'État, avec le développement et la question du développement de cette oasis, dont aujourd'hui vous avez pu voir quelques publicités même dans le métro parisien. Et puis Ismail Varchaid, qui est donc aussi historien, mais qui a aussi une casquette d'anthropologue, qui est au CNRS, en particulier à l'Institut d'études de recherche et d'histoire des textes, l'IRHT, donc au CNRS, et qui a publié donc tout récemment chez Bril un produit de ce travail, notamment sur les oasis du Touat, donc qui est un chercheur donc qui travaille à la fois sur la Mauritanie mais jusqu'en Algérie, donc dans cet grand axe désertique et oasien. Donc un livre qui s'appelle Droit musulman et société au Sahara prémoderne. Voilà, c'est paru chez Bril. Et donc là, on a donc 2 chercheurs qui sont sur les 2 extrémités du grand Moyen-Orient et de la grande bande désertique, du grand couloir désertique, qui compléteront aussi ce qu'ont pu nous dire nos invités précédents sur l'Asie centrale, notamment lors des 2 dernières conférences de notre cycle. Alors, je commence par vous demander de nous parler un peu de vos expériences de terrain et de nous préciser un peu où vous travaillez, en vous demandant d'abord comment est-ce qu'on étudie des sociétés qui vivent dans le désert. Voilà, concrètement, quand on est historien, anthropologue, sociologue, quand on veut travailler sur des sociétés présentes ou passées dans le désert, par quoi on commence, qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'on étudie, qui on va rencontrer. Est-ce que vous pouvez aussi en profiter pour nous dire où se situent vos terrains d'enquête, nous décrire un peu ce que sont ces sociétés oasiennes. On commence par vous, Ismail Varchaid. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette invitation de venir parler un peu de mes recherches. C'est un honneur, ça fait très plaisir de justement parler de ces régions un peu marginales qui n'occupent pas toujours le cœur, je dirais, de l'actualité scientifique et qui pourtant, comme je pense que tous les deux on va montrer, se trouvent tout à fait au cœur des enjeux de notre époque et aussi du passé. Donc moi, en effet, je suis par ma formation historien, islamologue, et par le type de matériaux sur lequel je travaille, je suis aussi devenu anthropologue parce que je travaille essentiellement sur des textes manuscrits qui relèvent de ce qu'on appelle en arabe Torath, c'est-à-dire les différents écrits faits par des savants du désert. Et puisque beaucoup de ces écrits, je dirais encore la majorité de ces écrits ne se trouvent pas dans des grandes bibliothèques comme la BNF, même si la BNF a aujourd'hui un fonds assez riche de manuscrits de cette région, sur laquelle j'ai dû travailler dans des bibliothèques privées chez les gens, sur le terrain. Donc c'est un peu de là que vient ma sensibilité pour l'anthropologie et aussi à travers les thèmes que j'aborde dans mes travaux. Donc très concrètement, mes travaux portent, dans le cadre du CNRS, portent sur ce que moi j'appelle l'espace sahélo-saharien. Et on pourrait aussi dire l'ouest saharien. Donc concrètement, c'est cet immense espace qu'on voit sur la carte qui s'étend du sud du Maroc et du sud de l'Algérie
qu'au fleuve Niger et au fleuve Sénégal. Donc ce qui est aujourd'hui la Mauritanie, le Maroc, le Sahara occidental, le sud de l'Algérie, le nord du Mali. Ma thèse, elle a porté sur une région oasienne du sud de l'Algérie, le Touat, les oasis du Touat. Et pour ceux qui connaissent l'Algérie, quand je dis Touat, par le passé, ça inclut à la fois la région du Gourara, le Touat proprement dit, et le Tidikelt. Donc, c'est ce qu'on appelait à l'époque le Grand Touat. Maintenant, dans le cadre de mes recherches au CNRS, je travaille plutôt sur la Mauritanie et l'espace de, comment dire, la Mauritanie et le nord du Mali. Bon, j'ai fait du terrain en Mauritanie. Bon, au nord du Mali, il est impossible actuellement de faire du terrain, pour justement en raison de l'actualité politique. Et ce qui retient un peu cet espace, ou qui unit cet espace d'un point de vue de mes travaux, c'est justement la présence de traditions savantes islamiques qui se sont développées dans cette région à partir du 15e, 16e siècle. Éventuellement, vous avez déjà entendu parler des manuscrits de Tombouctou. C'est un des rares endroits de la région qui ont été un peu médiatisés. Mais en fait, quand vous regardez les bibliothèques privées de Tombouctou, vous allez constater que la plupart des manuscrits dans ces bibliothèques, qui sont conservés dans ces bibliothèques, ne viennent pas forcément de Tombouctou, mais elles viennent de toute cette région-là. Donc en fait, le Tombouctou s'inscrit dans un contexte géographique ou régional beaucoup plus large qui voit se développer un peu partout des traditions lettrées. Et il faudrait voir cela dans le contexte, à partir du 15e, 16e siècle, de l'émergence de ce que moi j'appelle un islam vernaculaire. C'est-à-dire les populations dans la région s'islamisent et, au fur et à mesure, commencent à réfléchir sur l'islam et surtout commencent à s'approprier la culture arabo-islamique. Et à un moment, ils se mettent à écrire. Ce qui est maintenant intéressant aussi pour le sujet, je pense, de notre débat aujourd'hui, c'est que ces activités littéraires concernent les espaces sédentaires, les oasis, une ville comme Tombouctou, mais aussi l'espace nomade, la Bédia, comme on dit en arabe. Donc, contrairement à ce qu'a dit le grand Ibn Khaldoun, qui a vu une sorte d'incompatibilité structurelle entre la vie bédouine et la vie urbaine hadara, on voit que se développer, notamment dans cette région-là de la Mauritanie, et une littérature qui naît sous la tente. Je ne veux pas m'étaler, parler trop lentement, accabrer trop la parole. Juste un dernier point. Les textes, il y a en particulier un genre qui se développe considérablement dans cette région à partir du XVIIe siècle, ce sont les recueils de fatwa, c'est-à-dire des recueils de jurisprudence islamique qui documentent, et c'est là l'intérêt pour l'historien du social, qui documentent la vie sociale dans ces régions avec une richesse de détails ethnographiques assez remarquable. Et là encore, on a des corpus qui traitent de l'univers oasien et on a des corpus qui traitent de l'univers bédouin. Je pense que je parlerai plus dans les autres questions un peu plus sur ces corpus-là. Mais pour moi, justement, ces corpus-là me permettent d'étudier la vie dans le désert au XVIIIe, au XIXe siècle, donc bien avant la colonisation. Voilà. Alors, je passe Léo Marty, donc pour une oasis qui est vraiment à l'autre extrémité. Et pour donc votre terrain, j'avais annoncé une double casquette. Donc vous avez un terrain à la Cour nationale du droit d'asile, puisque vous êtes juge assesseur pour le HCR sur place. Mais là, vous allez nous parler de votre casquette de chercheur donc, dans l'oasis d'Aloula, voilà, au nord du Hejaz. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que j'ai cette double casquette. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'utiliser les normes et les questions normatives pour
pour comprendre les relations avec l'environnement. Et donc, c'est comme ça, pour moi, c'est comme ça que j'ai travaillé. En fait, j'ai essayé de développer une ethnoécologie, c'est-à-dire essayer de restituer des conceptions émiques, c'est-à-dire des discours qui sont formulés localement, et les traduire en termes éthiques, c'est-à-dire propres à un discours scientifique. Alors, comment étudier le désert et ceux qui habitent le désert? Je pense qu'aujourd'hui, la problématique, c'est que plus grand monde habite dans le désert en Arabie Saoudite et que il y a surtout des oasiens et assez peu finalement de vie nomade, même si 5% de la population aujourd'hui en Arabie Saoudite serait encore dans une activité nomade et pastorale comme ça a pu l'être avant l'arrivée de la modernité, on va dire, en Arabie. Donc voilà, l'ethnoécologie, c'est une approche diachronique donc qui se permet aussi de puiser dans l'histoire pour essayer de comprendre le présent et comprendre surtout l'écologie des autres. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est en rencontrant des personnes qui habitaient une oasis, donc qui habitaient ce désert avec cette culture du palmier dattier, qui est une véritable culture qui permet en fait la création d'un microclimat et qui nous permet en fait de vivre dans le désert. Donc le socio-écosystème oasien, comme je le nomme et je le désigne dans ma thèse, c'est donc ce qui permet la vie dans le désert, et c'est un système qui se reproduit dans la région du Hejaz sous cette forme dans ces grandes lignes en fait depuis des millénaires. Donc le palmier dattier, c'est une espèce ingénieure, voilà, qui permet la reproduction de ce socio-écosystème oasien. Alors, comment on travaille en Arabie Saoudite? Le problème que j'ai eu en arrivant, c'est que c'est un terrain qui est assez peu documenté. J'ai eu accès à des sources, notamment d'intellectuels locaux, mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une grande littérature qui a été produite par des voyageurs européens, donc Charles Doughty, on a Jossen et Savignac, on a Heuting et Hubert, qui ont beaucoup produit sur cette oasis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été récupérés par des intellectuels locaux. Et donc, on a cette transmission, finalement, de cette découverte européenne d'Al-Hurla qui réémerge dans les années 80. Donc, avec la thèse notamment de Abdallah Nassif, qui est un intellectuel local. Alors, peut-être pour vous présenter, vous visualiser un petit peu ce qu'est l'oasis d'Al-Hurla. Alors, donc, c'est une oasis qui est dans une région montagneuse du nord-ouest du Hejaz. Et en fait, pourquoi elle est intéressante, cette oasis? Bon, tout est intéressant, bien sûr, mais cette oasis, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle est au cœur d'un projet de développement qui est absolument pharaonique et qui est mené par la Commission royale pour Al-Hurla. Donc la RCU, qui est un terme qu'on trouve localement très fréquemment quand on est sur le terrain. Et alors, ce terrain, justement, si vous pouvez passer là... Il est intéressant parce que en fait c'est un terrain qui est en plein changement, en plein bouleversement. Et alors là, c'est finalement une oasis qui a été prise entre deux vagues de changement depuis les années 60. Donc vous avez sur les images ici, par exemple, en 1965, à peu près 8000 habitants dans l'oasis. Vous voyez le rond blanc qui désigne la vieille ville, et vous voyez un petit peu le tissu de la Palmeraie qui s'étend au nord et au sud. En 60 ans, vous avez une population qui a quintuplé. Vous avez plus de quintuplé d'ailleurs, environ 50 000 habitants aujourd'hui. Et vous voyez à quel point le tissu urbain et oasien s'est développé et a pris son emprise finalement sur le désert. Et en fait, c'est un peu ça que je voulais dire aujourd'hui, c'est que finalement, habiter le désert, c'est habiter l'oasis. Parce que l'oasis, finalement, c'est une agglomération urbaine qui est adossée à une zone cultivée dans un milieu désertique. Et donc, je me suis intéressé à ces différents espaces, donc à l'urbain, qui comprend alors là une vieille ville et une ville moderne, à une zone cultivée, donc qui comprend plusieurs types de palmeraies, dont je vais parler rapidement aussi. Et le désert, finalement, c'est Al-Barr, c'est ce qui est en dehors de l'oasis. Alors sur la prochaine diapositive, je suis désolé, je vous fais passer les images. Vous pouvez voir à peu près cette composition du tissu urbain avec ici au premier plan la vieille ville qui est en train d'être restaurée justement pour servir l'objectif touristique. Et puis dans le second plan, vous avez la ville moderne qui est sortie de terre dans les années 80. Adossé à cette zone urbaine, vous avez
plusieurs types de palmeraies. Une vieille palmeraie qui vraiment fait directement face à la vieille ville et qui était vraiment essentielle au fonctionnement de cette vieille ville. Vous avez une palmeraie moderne qui s'est développée dans les années 80 à la faveur justement de prêts organisés par l'État. Et vous avez des palmeraies nouvelles, c'est-à-dire qui ont pris leur emprise sur le désert environnant. Donc là, vous avez à droite de l'image la palmeraie nouvelle qui est au nord d'Al-Orla, qui a vraiment poussé au milieu du désert. Si vous pouvez passer là. Et donc voilà, le désert finalement, alors là, c'est ça. C'est cette réserve qui maintenant a été sanctuarisée. Donc vous avez la photo ici de la réserve de Sharhan, qui est au nord-est d'Al-Orla, et qui se situe sur les anciennes aires de parcours, notamment des populations bédouines de la région et de la tribu Arnaza, notamment. Je laisse la parole. Alors, Léo Marty, vous avez déjà commencé à y répondre un petit peu, mais la question que je voulais vous poser ensuite, c'est de savoir si justement habiter le désert ou l'espace qui peut être vivable dans le désert, c'est-à-dire l'oasis que vous avez commencé à décrire, est foncièrement différent d'habiter dans une ville. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que c'est? Vous avez tous les deux tout de suite posé cette distinction entre sédentaire, ville, et puis la vie dans le désert ou la vie dans une oasis qui est elle-même sédentaire le plus souvent. Qu'est-ce que concrètement, ça implique comme différence de vie, s'il y en a, dans les formes que vous étudiez, donc plutôt légales ou jurisprudentielles, dans les formes normatives, la vie quotidienne. Comment est-ce qu'on peut s'adapter à la vie dans le désert? Est-ce que c'est une adaptation particulière? Au fond, il n'y a pas vraiment de différence. J'imagine que ça ne se pose pas de la même façon au XVIIIe siècle, cette différence, cette distinction ou cette adaptation aux conditions désertiques qu'aujourd'hui. Et voilà, c'est la question que je voulais vous poser, revenir sur ces différences concrètes en fait dans la vie quotidienne pour les sociétés que vous avez commencé à décrire. Oui, merci. En effet, je pourrais commencer ma réponse par un témoignage personnel. Quand j'ai travaillé, donc j'ai fait ma thèse sur les oasis tutois dans le sud de l'Algérie. Puis, j'ai été recruté au CNRS. Je commence mes terrains en Mauritanie. Et j'ai pensé que je vais retrouver en Mauritanie à peu près ce que j'ai connu au Touat. Et en arrivant en Mauritanie, je me suis rapidement rendu compte que non, pas du tout. Parce que, justement, la Mauritanie est un pays profondément marqué par ce qu'eux, ils appellent la Bédia, l'espace nomade. Et même dans les représentations de la vie collective, on voit des différences fondamentales. Là encore, je commence avec un exemple plutôt, pas banal, mais tiré de mes expériences de terrain. Quand j'étais au Touat, une fois, j'ai posé la question à mes amis oasiens, est-ce que ça vous arrive de partir dans le désert et passer la nuit en plein désert? Parce que pour moi, européen, c'est très beau. Et on m'a répondu, mais non, jamais. Pourquoi on devrait faire ça? En Mauritanie, ah oui, c'est le sport national de passer le week-end, comme eux ils disent, dans la Bédia ou en français, en brousse. Parce que justement, ça a l'air banal, mais en fait, ça renvoie à des conceptions de la vie sociale qui sont différentes. C'est-à-dire, dans les oasis du Touat, on voit un idéal qui reste un idéal citadin. Bon, le terme français citadin ne rend pas tout à fait ce qu'implique le terme arabe hadara. Ce sont des hadari, ce sont des gens qui se définissent par un mode de vie sédentaire. Alors qu'en Mauritanie, pour la majorité de la population, c'est des al-Bédia, ce sont des nomades. Cela ne veut pas dire qu'évidemment, en Mauritanie, il y a aussi des oasis. Et aussi, il faudrait distinguer ou différencier entre des régions. En Mauritanie, c'est pas partout pareil. Par exemple, une région comme Oualata, à l'est de la Mauritanie, ils ont aussi beaucoup plus cet esprit citadin. Mais par exemple, dans des oasis comme Chinguetti, peut-être vous avez entendu parler, la population va pas rester sédentaire toute l'année. En tout cas, dans le passé. Donc, il y avait des passerelles beaucoup plus importantes entre un mode de vie nomade et un mode de vie sédentaire. Alors que dans les oasis du Touat, et c'est quelque chose qui est très documenté dans les corpus de jurisprudence, de fatwa,
les nomades vivent dans les alentours. Et ils vont venir dans les oasis, mais pas tellement pour s'installer, mais plutôt pour attaquer, faire des razzias, faire du commerce, parce que bon, c'est assez complémentaire, les modes de vie, mais les deux catégories de la population restent clairement distinctes. Donc, de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a une différence. Moi, j'ai remarqué une différence fondamentale dans cet espace oasien, qui, je dirais, est l'espace oasien du sud du Maroc, du sud de l'Algérie, les Ksour, comme on dit, les villages fortifiés, alors qu'en Mauritanie, c'est autre chose. Aussi, en Mauritanie, on est beaucoup plus proche du Sénégal et du Mali que du Maghreb. C'est un autre élément. Ensuite, moi, en tant qu'histoire, parce que là, je vous parle du contemporain, mais si on regarde dans l'histoire, la richesse de ces corpus sur lesquels je travaille, c'est qu'ils reflètent étroitement ces enjeux. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, les recueils de fatwa, on trouve un peu de tout. Des questions qui ont été posées à des juristes, des transcriptions de jugements rendus par les juges locaux, les cadis, etc. Et quand on regarde cette jurisprudence, on voit que les enjeux sont très différents au Touat qu'en Mauritanie. Donc, au Touat, dans un cadre oasien, ce qui domine, ce sont des questions liées au foncier et à l'irrigation, enfin les droits les parts d'eau. Il y a au Touat ce fameux système d'irrigation, les Fogara, par des canaux souterrains. Donc c'est quelque chose qui domine de loin la jurisprudence. En Mauritanie, en tout cas sur les corpus sur lesquels j'ai travaillé jusqu'à présent, mais c'est quand même une dizaine, là, au cœur de tout se trouve le bétail et les chameaux. Parce que c'est des bédouins. Parce que l'espace ne manque pas. Donc le foncier n'est pas tellement un enjeu. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas aucune question liée au foncier, mais il est clair que, ce qui compte, c'est des questions du genre. Il a interrogé à propos d'un monsieur qui a vendu un chameau, etc. Donc ça, c'est une chose qui frappe. Et aussi concernant la question de l'eau, il va y avoir des questions, comment faire pour creuser un puits, alors que au Touat, c'est plutôt le système des canaux souterrains des Fogara. Donc on voit clairement à travers ces jurisprudences l'environnement écologique. Après, et encore ce point, il y a évidemment aussi des thèmes communs. Parce que de toute façon, les corpus de jurisprudence islamique suivent toujours le même, plus ou moins ils ont tous plus ou moins la même structure, que ça soit à Tunis, en Égypte ou en Mauritanie. Donc vous avez des questions liées aux droits de famille, divorce, mariage. Vous avez aussi, parce que toutes ces sociétés étaient des sociétés esclavagistes, donc vous avez beaucoup de questions qui parlent de l'esclavage, des rapports de dépendance, etc. Mais même quand vous regardez ces questions-là, vous voyez le contexte écologique, si j'ose dire. Et je vous donne juste un exemple encore de la Mauritanie, parce qu'un exemple qui m'a frappé, c'est qu'en Mauritanie, enfin là encore je vous parle du 18e, 19e siècle, hein, pas 20e siècle, le mariage en droit musulman, c'est un contrat. L'homme s'engage à payer une dot à sa femme, c'est-à-dire ce qu'on appelle sadaq ou mahr. En Mauritanie, en tout cas à cette époque-là, le mahr, en général, sadaq est payé en bétail ou en chameau. Donc, une question que j'ai trouvée dans un corpus de fin 18e, début 19e siècle, c'était une question où un homme, s'est marié, il devait payer la dot à sa femme. Ils ont conclu le contrat de mariage en été. Fosaif, c'est écrit. Or, en été, à cause de la chaleur, les troupeaux ne se portent pas bien. Donc, en fait, il n'a pas assez de bétail, ou je ne me rappelle plus si c'était le bétail ou les chameaux, pour payer la dot. Donc, il demande une sorte qu'il puisse payer sa dot en automne, fil kharif, et en fait, dans le contexte sahélien, automne, ça veut dire pendant la saison des pluies. Donc, il attend la saison des pluies, et là, c'est écrit dans le texte, le troupeau se reconstitue, il peut payer, mais le pauvre, entre-temps, sa femme a demandé divorce, et elle a épousé quelqu'un d'autre. C'est ça le conflit juridique. Donc, vous voyez à la fois le problème judiciaire, mais vous voyez l'environnement. Voilà.
Merci. J'en profitais pour rebondir sur ce que vous venez de dire parce qu'il y a plein de choses qui en fait me rappellent mon propre terrain, notamment sur justement alors les fogara. Alors là, c'est plutôt des uyun, donc des galeries filtrantes. On pourrait traduire ça comme ça, mais qui sont essentielles à la vie oasienne. Et donc on retrouve beaucoup de textes qui organisent le partage de l'eau à des heures précises dans l'oasis. Donc organisé par un muallim qui gère justement ces temps entre les différentes sections sédentaires qui vivent au sein de cette oasis. Donc oui, ça parle beaucoup ce que vous avez présenté. Et aussi sur cette différence de vie oasienne. Alors il y a ces vies nomades du désert qui sont très difficiles. Moi j'ai eu des témoignages de personnes qui avaient grandi dans le désert avant de se sédentariser, puisque en fait, je ne sais pas si j'avais fait une diapositive là-dessus, mais oui, en fait, il y a eu un grand mouvement en Arabie Saoudite de sédentarisation des populations bédouines, puisque c'était un enjeu. En fait, à partir de la fondation du royaume, donc 1932, le premier roi d'Arabie Saoudite cherche à tout prix à sédentariser les Bédouins, qui sont des populations aguerries et qui pratiquaient la razzia, comme ça a pu être le cas en Mauritanie aussi. Et donc, il y a cette politique de sédentarisation qui se matérialise dans des hijras, qui sont, ils appellent ça hijra pas pour rien, parce qu'il y a un référent justement à la religion derrière. Ce sont des îlots, des sortes de petits villages avec un château d'eau et une école. Et donc, on voit des tentes bédouines qui commencent à s'amasser autour de ces points de vie, puisque l'eau, ça permet de créer une agriculture oasienne. Et donc, il y a toutes ces petites hijras qui commencent à naître, et notamment dans la région d'Al-Ula. Vous avez Hijar, Garager, vous avez Fadla, vous avez plein de petits villages alentours qui naissent, qui fleurissent au gré de ces politiques de sédentarisation démarrées dès les années 30. Et puis, on est en Arabie Saoudite, donc il y a eu un choc pétrolier et il y a eu un décollage économique. Et donc, l'Arabie Saoudite devient un pays extrêmement riche à partir des années 80. Et on commence à voir justement une accélération de cette sédentarisation avec plus de moyens qui sont donnés, et donc un étalement du tissu urbain, etc. Sur le point juridique aussi de l'occupation des espaces, alors c'est intéressant que vous parliez du foncier parce que ça résonne beaucoup avec mon terrain, et notamment sur le système des hima. Je ne sais pas si vous avez rencontré ça en Mauritanie, c'est un système de mise en défense des terres de parcours avec un accord tacite qui est donné par le chef de la tribu, le cheikh, qui décide de là où on peut passer et amener ses troupeaux. Alors du coup, la mise en défense, c'est le fait d'éviter le surpâturage et donc d'amener les troupeaux à des endroits où on sait qu'il y aura du fourrage. Donc on sait qu'il y a une pluie qui est tombée quelque part et donc on sait qu'on peut amener le troupeau qui est rattaché à la tribu dans ce coin-là. C'est ça, une mise en défense en fait, c'est d'aller sur une terre plutôt qu'une autre. Sur un territoire qu'on appelle un diyar, qui est en fait plusieurs diras, et ce sont tous les aires de parcours des tribus. Et donc on sait que un diyar s'arrête là où commence le diyar de la tribu d'à côté. Donc vous avez, alors là, il me semble que j'avais mis... je vous parlerai des principes du désert après. Voilà, vous avez une représentation ici sur une carte pour vous donner un peu une idée de ce que c'est un diyar. Alors c'est pas une carte contractuelle, hein. Ce sont des zones qui sont associées à des communautés. Vous avez deux grandes tribus majoritaires à Al-Ula, ou dans la région d'Al-Ula. Vous avez les Hanaza et les Béli. Le clan Hanaza est subdivisé en plusieurs sous-clans. Donc vous avez les Manabaha qui sont plutôt nord-est, vous avez les Sharaïba qui sont dans une hijra d'ailleurs, et vous avez le clan des Walad Ali qui sont plutôt au sud-est. Et du côté Béli, vous avez les Brokat, les Sahama, les Zebala, etc., etc. Et en fait, tous ces clans-là sont sur des zones bien précises, justement, et ils gèrent les aires de pâture. Vous avez au centre du coup les Alaona qui sont les populations sédentaires, et donc vous avez là un peu plus un modèle khaldounien, je dirais, avec justement un modèle de prédation. Mais le fait qu'il y ait eu ces deux grandes tribus, l'hypothèse c'est que finalement la ville fortifiée d'Al-Ula a su très bien résister aux incursions bédouines, et que c'est vraiment la sédentarisation et la modernisation des années 80 qui a intégré ces populations-là au sein de l'oasis.
Alors, je parlais brièvement tout à l'heure de principes bédouins de la vie bédouine. Vous avez l'Ajar, vous avez Al-Dakhel qui sont l'asile, le voisinage. Et vous avez la générosité qui est un des plus grands principes finalement de la vie bédouine. Et encore aujourd'hui, parce que je vais vous raconter une anecdote quand même de terrain. Je me retrouvais un peu entre les diyars des clans Mawahib et des clans Sharaïba, donc au nord d'Al-Orla. Au coucher du soleil en voiture avec un camarade bédouin de la tribu des Walad Ali. Donc il était pas trop dans son diyar, mais il était quand même chez les Hanaza, donc ça allait. Et puis en fait le soleil est en train de se coucher et on voit au loin se dessiner une sorte de petite ferme. On voit quelques palmiers, puis on voit un troupeau de dromadaires. Et là il y a une voiture qui part de cette petite ferme et qui vient à notre rencontre. On se salue, on discute et puis la personne qu'on croise nous dit j'y vais, salut. Et là, mon camarade est parti dans une colère sourde, mais aussi il est parti dans une diatribe contre la personne qu'on venait de croiser en disant c'est inadmissible ce qui vient de se passer. La personne, on est au coucher du soleil en plein désert, nous offre pas de café, pas de thé et même pas une bouteille d'eau. Et je lui dis, peut-être qu'il avait autre chose à faire. Voilà, nous aussi, on peut passer notre chemin, c'est pas un problème. Et non, là, il y a un principe de la générosité au désert qui vient d'être bafoué. Et en fait, ce qu'il aurait fallu faire pour mater cette transgression à la norme de la générosité, ça aurait été de composer un poème contre cette personne et contre l'ensemble de sa tribu. En fait. Donc c'est quelque chose qui existe encore, qui est encore très présent en fait à l'esprit des personnes qui vivent et pratiquent ces espaces désertiques qui sont finalement des espaces toujours occupés. On parle toujours du désert comme un espace vide, mais on rencontre toujours des gens en fait dans le désert. Je sais plus ce que j'avais mis sur la prochaine diapo. Et oui, du coup, il y a cette relation passée entre les sédentaires et les bédouins à l'Orla, où vous avez vraiment cette idée qu'il y a cette idée de Hadara vraiment qui est toujours présente. C'est le centre civilisé face à cette périphérie un peu sauvage. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore beaucoup de discrimination. Les sédentaires disent des bédouins qu'ils sont mal éduqués, pas éduqués, qui se comportent comme des sauvages. Vous avez vraiment une discrimination qui persiste à ce niveau-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec la sédentarisation, donc avec ces politiques de l'Arabie Saoudite et qui ont favorisé notamment l'achat de terres par les populations bédouines sur leurs diyars respectifs, eh bien vous avez aujourd'hui une affirmation assez paradoxale de toutes ces populations, qu'elles soient sédentaires ou bédouines, qui est que on est tous saoudiens finalement, puis on est tous sédentaires, puis on est tous un peu bédouins. Et en fait, il y a eu pendant les politiques de sédentarisation, un effort de la couronne saoudienne de rattacher et d'affilier des personnes qui n'avaient pas de tribu à une tribu bédouine. Donc des fois, on a des gens qui se disent Harbi, qui se disent Shammari, mais qui ne sont pas effectivement de ces tribus-là, qui ont eu un rattachement un peu artificiel. Et c'est un rattachement qui aussi a pu servir à dissimuler certaines origines qui sont aujourd'hui un peu polémiques, comme notamment en condition d'anciens esclaves. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette identité finalement oasienne, tous sédentaires, tous bédouins, tous saoudiens, elle se constitue en face d'un troisième groupe social qui sont les travailleurs étrangers et dont je pense qu'il est très important de parler parce qu'ils constituent la majeure partie du travail oasien et donc ils sont essentiels à la vie des oasis. Et en fait, ces travailleurs étrangers aujourd'hui, c'est des figures d'altérité qui identifient en négatif finalement les Saoudiens. Ce sont les non-Saoudiens face aux Saoudiens. Alors je vous remercie parce qu'on voit bien dans vos deux réponses comment est-ce que les constructions culturelles, disons pour le dire de façon très globale, à la fois l'élaboration d'une jurisprudence, de normes juridiques, d'une certaine littérature aussi, mais aussi les valeurs plus ou moins romantiques de la vie dans le désert, les développements économiques aussi, pastoraux, agricoles, et même la variété au sein du développement agricole, la gestion de l'eau, montrent comment est-ce qu'on s'adapte de façon différente aux contraintes écologiques ou aux contraintes plus précisément même environnementales, qu'on soit dans le Touat ou en Mauritanie ou dans une oasis comme Al-Roula. Vous avez aussi commencé à nous expliquer comment
en précisant parfois les dates d'ailleurs, ce rapport à l'environnement avait commencé à changer avec la modernité, pour le dire de façon un peu grossière. Et c'est là-dessus que je voudrais vous interroger maintenant. Qu'est-ce qui se passe au fond entre... Donc Ismaël Hachad, vous avez dit avant le 19e, je ne veux pas dire mot colonial parce que ce n'est pas ça qui, dans vos travaux, définit le changement. Donc je ne le reprends pas. Et pareil, pour vous, Léo Marty, ce n'est pas le point de tournant que vous prenez. Mais qu'est-ce qui change avec, disons, ce que c'est que la modernité, qui n'est pas la même manifestement sur vos deux terrains, mais qui, dans la façon d'habiter le désert, d'aménager une oasis, de continuer à la vivre, de la développer, pour prendre un terme pour le coup très contemporain et très moderne, change. Oui, on voit tout à fait pas mal de parallèles. On voit aussi des différences. Je pense que notamment par rapport à cette question-là, cette question de rupture, de continuité. Et je crois, bon, je ne travaille pas sur le contemporain, je dois préciser, mais il me semble que même chez beaucoup de Saoudiens, il y a une sorte de fascination pour la Mauritanie. Les Mauritaniens ont plutôt une très bonne réputation parce qu'on m'a dit en Mauritanie que ça rappelle aux Saoudiens leurs ancêtres. Maintenant, discuter justement cette question de modernité et de continuité dans le contexte sahélo-saharien, voire au Maghreb de façon générale, et une manière quand même aussi d'insister sur des différences dans le développement du Mashriq et du Maghreb. Bon, évidemment, il y a la question de la période coloniale qui entre tout de suite comme sujet comment dire, dans le débat. Et je dirais que c'est assez complexe comme question. Je dirais que pour l'espace saharien, la colonisation avait à la fois un impact profond et un impact plutôt superficiel comparé à d'autres régions, notamment le nord de l'Algérie. Quel a été l'impact profond ? Je dirais que c'est jusqu'à aujourd'hui les frontières. Et beaucoup de conflits que nous observons aujourd'hui au Sahel, voire au Maghreb, c'est des conflits liés à des frontières établies par la colonisation. Parfois avec des résultats, qui ont déclenché justement à la période post-coloniale des événements tragiques. Je pense notamment aux relations entre la Mauritanie et le Sénégal, parce que historiquement, il y a une vraie continuité entre le Sénégal, la Sénégambie et la Mauritanie. C'est la colonisation française qui a établi une frontière. C'est pas pour dire qu'il n'y avait pas de différence culturelle, mais penser le Sénégal sans la Mauritanie et l'inverse, et fait pas de sens d'un point de vue anthropologique, etc. Une région comme le Touat, qui historiquement, et là déjà on entre dans des sujets sensibles politiquement, une région comme le Touat, qui historiquement, pendant longtemps, était une province semi-autonome du sultanat du Maroc. Je dis bien du sultanat du Maroc, des Saadiens, c'est les Saadiens qui ont conquis le Touat, et puis les Alaouites qui ont conquis le Touat, et qui ensuite, par la colonisation française, est rattaché à l'espace algérien, et aujourd'hui fait partie de l'État-nation algérien. Cela a entraîné, au-delà des polémiques politiques que tout le monde connaît, mais au-delà, cela a entraîné une réorganisation considérable des circuits et des réseaux de mobilité parce que historiquement, le Touat s'était beaucoup orienté vers le sud du Maroc, avec l'intégration des oasis du Touat dans l'espace algérien. Le Touat, c'est dire les réseaux de commerce, etc., se sont beaucoup orientés vers le nord de l'Algérie, vers les régions du Mizab, vers Tlemcen, vers Alger. Je ne dis pas qu'avant, il n'y avait pas de lien, évidemment, avec le nord de l'Algérie. Bien sûr, il y en avait. Mais historiquement, on constate clairement que là, il y a eu que la colonisation a entraîné une restructuration de ces formes de mobilité. En même temps, il y a aussi des continuités remarquables. C'est-à-dire la mobilité transsaharienne, elle est toujours présente. La vie nomade existe
toujours. En Mauritanie, ça a beaucoup diminué parce que, comme vous avez dit, il y avait au XXe siècle toute une politique de sédentarisation. Mais je dirais que, notamment pour la Mauritanie, ça n'a pas eu le même impact qu'ailleurs dans des pays, même un pays comme l'Iran. Bon, on connaît qu'il y avait cette volonté de sédentariser. Dans la Mauritanie, c'était beaucoup plus complexe. Donc il y a, et même comment dire, l'étranger, il est frappé par beaucoup d'éléments qui évoquent une continuité. Je dirais que de façon générale, parce que là je prends quelques minutes, parce que cela me semble important. Donc la colonisation, elle a surtout entraîné, elle a créé des frontières qui avant n'existaient pas de cette façon-là. Puis vient le moment de l'indépendance. L'époque postcoloniale. Et je pense que cette période-là est beaucoup plus importante en termes de changement et de transformation que la période coloniale. Ça a été, par exemple, montré pour le sud de l'Algérie, parce que les Français ont conquis assez tard le sud de l'Algérie. Disons pas, c'était un territoire militaire, il n'y avait pas encore les enjeux, il n'y avait pas encore le pétrole, justement. Donc on voit que pour un pays comme l'Algérie, les changements sont beaucoup plus importants à la période postcoloniale. Encore, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, d'autres collègues sont beaucoup plus qualifiés, mais il me semble que les vraies transformations substantielles commencent plutôt à la période postcoloniale, parce qu'il s'agit aussi, pour la Mauritanie également, il s'agit de construire l'État-nation, de construire un peuple mauritanien, de faire vivre ensemble les arabophones et les populations de la vallée, etc. Et cela bouleverse les hiérarchies traditionnelles. Il y a tout ce poids de l'esclavage qui, pareil, encore aujourd'hui, pèse énormément sur les relations sociales dans la région. Donc je dirais que c'est plutôt la période postcoloniale qui évoque, qui marque où il y a une vraie transformation. Et là, dernier élément, il faut l'évoquer dans le contexte du Sahel, c'est la terrible série de sécheresses des années 70 et 80. Pour la Mauritanie, le nord du Mali, le Niger, c'est vraiment là on voit la fin d'un monde. C'est là où justement Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, va devenir une vraie capitale parce que les nomades doivent abandonner leur mode de vie nomade. Donc je pense, si on prend un événement de rupture, je dirais, sans être spécialiste, mais je dirais c'est cette série de sécheresses des années 70 et 80. Voilà. Pour les photos, oui, mais justement pour évoquer cette continuité qui m'a beaucoup impressionné lors de mes terrains en Mauritanie. Donc là, c'est des campements de nomades de nos jours. C'est des photos que j'ai prises il y a 2 ans. Donc là, c'est pas pour les touristes. C'est vraiment des gens qui habitent dans ces campements. Donc il y a toujours des populations nomades en Mauritanie. Voilà. Oui, sur l'Arabie Saoudite aussi, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de colonisation déjà, ce qui fait que c'est un terrain un peu particulier pour ça. Il y a eu des influences étrangères, des ingérences si vous voulez, mais jamais vraiment de colonisation. Donc surtout, il y a eu un contexte économique très favorable, puisque à partir des années 80, justement, ce grand décollage économique, ça permet en fait de donner à l'Arabie Saoudite les moyens de ses politiques publiques. Donc vous avez, à partir de ces années 80, une accélération de la sédentarisation, comme j'en parlais tout à l'heure, et notamment une utilisation des techniques de forage qui sont importées avec l'industrie pétrolière pour fleurir les déserts. Ça, c'est une phrase c'est un titre d'un article d'Alain Cariou qui avait aussi participé à ces conférences. Et donc, en fait, ce contexte économique très favorable, ça permet justement à ce qu'on donne, avec un fonds spécial, une dotation spéciale de plusieurs milliards de dollars, des terres et des possibilités de construire sur ces terres. Donc, vous avez, à partir des années 80-90, des villes qui naissent, un peu sur le modèle des villes américaines en damier, avec justement des
blocs pour faciliter le passage des voitures, donc des villes très américanisées finalement, faites par des urbanistes égyptiens, libanais et parfois américains. Et vous avez une dotation d'à peu près 250 000 SAR par personne, par famille. Si on fait une demande en Arabie Saoudite à partir des années 80-90, on peut construire sa maison avec un prêt sans intérêt de 250 000 SAR. Ça représente peut-être 100 000 euros aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais ça vous permet de construire une énorme villa aujourd'hui sur les terrains qui vous sont octroyés également par l'État. Et donc vous voyez qu'en fait comment ça facilite la sédentarisation des Bédouins. Sur le rapport à l'environnement en soi, il change aussi complètement puisque les Bédouins se mettent à pratiquer l'agriculture oasienne. Donc quand on va fleurir les déserts, quand on va justement dans ces hijras qui se développent avec ces techniques de forage, pour vous donner une idée, un forage classique dans une oasis, c'est 8-10 mètres de profondeur grand maximum. Puis vous avez les pompes à gasoil qui arrivent, et puis les pompes électriques. Puis avec l'industrie pétrolière, vous pouvez aller jusqu'à 100 mètres. Donc en fait, vous passez d'une nappe phréatique qui affleure presque à de la nappe fossile. Donc vous pouvez vraiment développer tout un tissu oasien. Et donc ces logiques productives qui donc amènent les Bédouins à faire de l'agriculture oasienne, c'est le grand changement des années 80. Ce qui est intéressant avec l'oasis d'Al Ula aujourd'hui, c'est que elle connaît un changement encore plus important puisqu'elle est au cœur de ce projet de développement gigantesque que j'évoquais en introduction, qui en fait est une dotation de plusieurs milliards de dollars aussi pour développer cette région d'Al Ula. Et en fait, ce qui se développe, c'est un tout nouveau rapport à l'environnement. C'est la création de réserves naturelles, comme celle que je vous avais proposée tout à l'heure en image, la réserve de Charan, où on va reprendre les anciennes aires de parcours qu'on va sanctuariser et on va créer des circuits touristiques. Donc les anciennes populations bédouines qui avaient l'habitude de se rendre sur ces terres, elles se retrouvent empêchées d'accéder à ces aires de pâture. Ce qui produit aussi par ricochet une augmentation des prix du fourrage et donc toute une série de changements qui affectent les populations locales. Au cœur même de l'oasis, aujourd'hui, il y a une grande vague d'expropriation qui a lieu, même si elle propose des compensations, c'est-à-dire que les personnes sont compensées pour les biens et les propriétés dans lesquelles ils sont expropriés. Il y a un désengagement des populations qui préfèrent parfois aller s'installer ailleurs plutôt que de rester dans l'oasis. Le rapport à l'environnement aussi, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en termes de lois de protection de la biodiversité. Et alors, il y a un truc bédouin classique sur le terrain, c'est d'aller chasser le weber, qui est le daman du Cap, qui est une sorte de petite marmotte. Moi, j'appelle ça la marmotte éléphant parce que génétiquement, c'est un des plus proches cousins de l'éléphant. Et en fait, cette marmotte, elle a plein de propriétés aphrodisiaques, thérapeutiques, et on peut aller la chasser dans la montagne avec un fusil si on se cache bien du vent et qu'on monte face nord. Aujourd'hui, c'est complètement prohibé d'aller chasser le weber. Donc le daman du Cap est protégé par des lois et on peut écoper d'amendes très importantes si on se retrouve en possession d'un weber qui a été chassé. Mais sur le terrain, systématiquement, moi on m'a invité à des chasses au weber. Je n'y ai pas participé parce que c'est illégal, mais c'est quelque chose qui existe et qui montre aussi que ce rapport à l'environnement, que ce rapport à cette biodiversité, il va pas changer directement parce qu'il y a des nouvelles lois qui sont imposées. Il continue un peu à se pratiquer ces chasses qui sont illégales. Je ne sais plus s'il y avait une autre diapositive. Alors, je termine ma série de questions avant de laisser la parole à tous ceux qui sont dans la salle en vous demandant de faire un peu de prospective. Je sais que c'est jamais très confortable, surtout quand on est historien plutôt des périodes avant le 19e ou jusqu'au 19e, mais quand même, vous avez fait quand même des terrains que vous nous avez exposés, des photos qui sont magnifiques. J'aimerais vous demander comment vous voyez l'adaptation des gens avec qui vous avez vécu, sur lesquels vous avez travaillé, que vous avez voulu documenter, eux ou leurs ancêtres, ou les gens qui ont habité précédemment à des phénomènes que nous suivons depuis 8 conférences maintenant, c'est-à-dire le changement climatique. Et donc l'adaptation à une nouvelle forme d'environnement, un nouvel environnement en fait. Vous avez beaucoup parlé d'eau, d'agriculture, du bétail aussi.
On a aussi parlé donc de normes, en fait, hein, et de construction de l'État aussi. Voilà, comment est-ce que vous voyez, et comment est-ce que eux, vous en ont parlé, voient leur vie, disons, dans 50 ans, ou à une échelle assez courte, en fait, à l'échelle de l'histoire. Est-ce que l'adaptation que vous avez décrite, avec de multiples formes normatives, agricoles, économiques, mobilité, est encore possible ? Et sous quelle forme, en fait, ils peuvent s'adapter donc à l'augmentation des températures, à la diminution des ressources en eau, à l'épuisement des nappes, que vous avez tous deux évoqué, y compris des nappes fossiles d'ailleurs. Enfin voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette façon d'envisager le changement climatique à assez courte échéance dans les oasis et dans le désert, voilà, de la Mauritanie ou de l'Arabie Saoudite? Oui, là, je sors carrément de ma zone de confort parce que c'est très loin de ce quoi je travaille. Je dirais que, déjà, ce que en me préparant, il y avait justement cette question, est-ce qu'on peut toujours habiter dans le désert ? Sur mes terrains, comme vous avez dit, le désert est tout sauf vide. Et en voyageant, en fait, certaines zones du désert, justement, il y a le désert peuplé, la Bédia, au fond, c'est le désert peuplé. Et puis, il y a là où il y a vraiment, il y a rien parce qu'il n'y a pas d'eau. Là où il y a l'eau, il y a des gens. Et faire ces expériences sur le terrain, justement, là, pour parler comme historien, m'a fait mieux comprendre les enjeux dans mes textes. Parce que voir comment font les gens avec le bétail, comment les gens font dans les jardins, dans les champs de palmiers, etc., ça aide de mieux comprendre. Et ça montre encore aussi l'importance de cette documentation, ces manuscrits anciens, qui justement documentent une forme d'appropriation de l'environnement naturel avant la soi-disant la modernité. Parce qu'il faut garder à l'esprit quand on parle de l'impact de la modernité, moi je dirais que c'est vrai que quand on fait du terrain au Sahara, on va voir beaucoup de choses qu'on associe au passé. On va dire, il n'y a rien qui a changé pendant des siècles. Et surtout avec l'habit traditionnel, souvent des gens on pense que ils sont venus depuis le XVIIe siècle, rien n'a changé. Et c'est profondément faux. Parce qu'aujourd'hui, je dirais, partout au désert, tout est moderne. Tout est moderne. Ils vivent le même temps que nous. Et la question, c'est juste comment cette modernité s'articule dans des contextes locaux. C'est ça toute la question. Et là, on voit, maintenant plus précisément sur la question, on voit les enjeux comme le réchauffement climatique. On voit parce que toute cette région, depuis les années 80, comme j'ai dit tout à l'heure, est en crise. Il y a la sécheresse, l'espace nomade devient de plus en plus fragile. Et étant donné que j'ai vraiment aucune compétence scientifique sur ces questions-là, je vous donne une anecdote où moi je l'ai vu, plutôt un témoignage. Comme je vous ai dit, je travaille surtout sur l'islam. Et la Mauritanie se distingue encore d'autres pays du monde musulman, et même connue pour cela, qu'elle abrite encore des centres d'enseignement traditionnels. En pleine brousse, ça s'appelle Al-Mahdar, Al-Mahadr. C'est des écoles de sciences religieuses en pleine brousse. Avant, c'était dans des campements nomades. Donc ça bougeait même avec le cheikh, le professeur, il bougeait avec ses élèves. Enfin, c'est très connu. Et ça attire d'ailleurs, là on voit encore la mondialisation, ça attire énormément de gens venant un peu de tous les pays musulmans de l'Europe. Enfin, c'est devenu très international. Même les étudiants en doctorat américains, pour bien apprendre l'anglais, certains ils vont aller dans ces centres d'enseignement. Donc, c'est une figure de l'enseignement traditionnel, mais en même temps, à travers ces centres, on peut observer ces évolutions climatiques. Déjà, aujourd'hui, la plupart des mahtaras, c'est des lieux, sont devenus des lieux fixes, sédentaires. Donc, il y a ce processus de sédentarisation. Moi, un de mes derniers terrains, je voulais visiter une mahtara, donc une école religieuse en plein désert, et on arrive
Et la nuit, c'était assez impressionnant. Et là, c'était pas un village construit, c'était des tentes. C'était vraiment, moi j'avais l'impression, ah tiens, c'est comme au XVIIIe siècle, il y a les tentes. C'est assez impressionnant, il y a une grande tente pour les disciples, une tente pour le cheikh, une tente pour la mosquée, etc. C'est vraiment impressionnant. Après, je pose la question, est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que le maître des lieux a gardé ce mode ancien traditionnel? Mais il n'en est rien. Pourquoi ils sont sous la tente? Parce qu'ils étaient avant dans un autre endroit, sous forme de village, mais dans cet endroit, il n'y a plus d'eau. Donc, ils ont été obligés de se déplacer avec leurs troupeaux à cause de la sécheresse. Donc, ce qu'au premier abord, on associerait à quelque chose de traditionnel, en vérité, c'est une réaction au réchauffement climatique. Voilà, je m'arrête parce que il y a beaucoup de collègues qui travaillent sur ces questions, ils sont plus compétents. Vous avez un peu lâché le mot, qui est le mot de crise, qui est quelque chose que moi j'ai pu voir directement avec les personnes que j'ai rencontrées sur le terrain. C'est vraiment le sentiment général qui ressort. Alors c'est pas une crise forcément écologique qui est ressentie, c'est une crise plutôt des conditions de reproduction sociale et écologique. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est à la fois dans le sens d'une crise, c'est-à-dire des menaces et des opportunités pour les personnes qui vivent et qui pratiquent l'oasis. Parce que vous avez d'une part des groupes sociaux qui se retrouvent aujourd'hui expropriés de leurs fermes, donc qui perdent un moyen de vie sociale, puisqu'aujourd'hui quand on habite l'oasis, on se retrouve le soir pour boire le café à l'ombre des palmiers. Et ainsi on a des stratégies d'investissement finalement social qui sont, on cultive ces sociabilités aussi dans ces jardins finalement. On a une crise qui se joue aussi parce qu'avec le développement qui arrive, tout change à très grande vitesse et donc les personnes se retrouvent un peu dépossédées et inquiètes de ce qui les attend. La crise écologique, elle est malheureusement en Arabie Saoudite déjà un peu là, puisqu'au sud d'Al-Ula, vous avez tout un territoire qui s'appelle Moreira, qui est d'ailleurs qui est partie du diyar des Walad Ali et un petit peu des Bélis. Et ce territoire a été complètement asséché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nappe fossile. On arrive à la fin de la nappe fossile et donc les forages à 100 mètres sont très peu efficaces. Et vous arrivez donc dans un territoire de désolation où il n'y a plus rien, que des palmiers asséchés. Donc ça pose la question de comment peut se maintenir un socio-écosystème oasien à l'heure du changement climatique. Moi, je reste assez optimiste. Je pense que ce modèle oasien, il reste assez résilient dans un contexte pédoclimatique aride si l'usage des ressources en eau est, on va dire, raisonnable. Alors là, il y a cette volonté donc de développer le tourisme, donc d'attirer énormément de personnes. Ils veulent 2 millions de touristes par an, et c'est une vraie question qui va se poser. Ces 2 millions de touristes par an, comment on va les accueillir dans une palmeraie qui peut-être va être asséchée dans une dizaine d'années? Ça implique probablement que des espaces certaines palmeraies vont disparaître. Alors sur la question de est-ce qu'on peut toujours habiter le désert? Aujourd'hui, en Arabie, le pastoralisme est très résiduel. Et c'est ce que je disais aussi un peu tout à l'heure. Le désert, il reste quand même un espace qui est assez pratique, qui a ses personnes et qui est à la fois vide et occupé, ce qui est très, très marquant quand on va se balader dans un wadi où on pense qu'on est la seule personne à 500 km à la ronde. C'est qu'on croise quelqu'un et qu'en général, on le connaît. Ou c'est quelqu'un d'une tribu qui voilà, moi quand je suis arrivé alors là il y avait très peu de Français qui avaient été présents et puis en plus j'étais un Français qui parlait arabe, alors c'était encore plus l'événement, donc j'étais un peu connu comme le loup blanc et à chaque fois que j'arrivais dans un wadi je rencontrais quelqu'un qui me disait mais t'es allé manger chez les trucs l'autre jour et voilà, donc il y a cette chose assez paradoxale de ces espaces à la fois vides et occupés, et puis il y a aussi ce réservoir de ressources
comprend le désert. Quand on se balade avec des bédouins d'un certain âge, mais ça reste quand même des savoirs qui sont encore présents. Voilà, moi, en tant qu'ethno-écologue, j'ai aussi un peu fait d'ethno-botanique, c'est-à-dire que j'essaie de comprendre les catégories de plantes qui sont utilisées ou qui ont un sens particulier pour les personnes que j'ai pu rencontrer. Et donc, il y a des plantes qui soignent, il y a des plantes qui servent d'aphrodisiaque, voilà, il y a du thérapeutique et de l'aphrodisiaque dans les usages de la flore en Arabie Saoudite. Et donc, le désert, c'est un peu un réservoir de ressources pour les personnes qui sont dotées des connaissances pour les exploiter. Donc, il y a, je pense, d'un côté, cette résilience un peu logique du socio-écosystème oasien. Encore une fois, qui est un territoire anthropisé, hein, une oasis, je pense que je ne l'ai peut-être pas assez dit, peut-être qu'on ne l'a pas assez dit, ça reste un endroit qui n'existe pas sans l'être humain. On est très loin de Tintin au pays de l'or noir, il n'y a pas d'oasis qui pousse comme ça de façon spontanée au milieu du désert. On peut trouver quelques paniers et une mare d'eau, mais ça ne constitue pas une oasis. Une oasis, c'est vraiment un espace urbain adossé à une zone de culture dans ce milieu désertique. Et donc, je pense qu'il y a cette résilience du socio-écosystème oasien, mais il y a aussi cette résilience des connaissances sur le désert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si les pratiques pastorales sont résiduelles, en fait, il y a toujours des compétences de transformation du lait de chameau. On a plein d'initiatives qui naissent un peu à droite à gauche. Et donc, en termes de prospective, je dirais que ce sont des connaissances qu'il faut arriver à cataloguer, à comprendre. Ce sont des savoirs locaux qui auront leur importance dans le futur, puisque avec le contexte de changement climatique, il faut s'appuyer sur justement ces savoirs-là. Je crois que je vous avais mis une photo pour un peu illustrer mon propos de ces espaces vides et occupés. Là, quand vous voyez ça, vous vous dites il n'y a personne. Mais en fait, si vous plissez un tout petit peu les yeux, vous voyez une petite tente blanche. Alors, je ne sais pas si on la voit bien à l'image. C'est à droite de l'image. Vous avez là-bas une tente blanche avec un pick-up devant. Et donc, c'était des amis qui s'étaient installés dans le désert et qui, bien sûr, nous ont offert le thé et le café, conformément au principe de générosité du désert. Donc voilà, je suis plutôt optimiste sur l'avenir, mais bon, après, c'est vrai que le changement climatique nous rend plutôt pessimistes aussi. C'est toujours bien de terminer avec un petit mot optimiste. Merci beaucoup, Léo Marty et Ismaël Warscheid. On a un peu de temps donc pour des questions que j'aurais pas couvertes, puisqu'on est allé vite et je suis encore désolé d'avoir posé des questions rapidement. Je crois que Sophie a un micro. N'hésitez pas donc à interroger nos deux intervenants ce soir. Je ne sais pas si c'est tout à fait dans le thème, mais est-ce que vous pourriez en dire plus sur le gros projet d'aménagement dont vous parliez sur la zone d'Aloula ? Oui, si vous le désirez. Alors, le projet développement d'Aloula, c'est dans le cadre de la vision 2030, qui en fait est une vision portée par le prince héritier qui vise à préparer l'après-pétrole. Vous avez aujourd'hui en Arabie Saoudite plus de 60 giga-projets, comme ils les appellent, avec des investissements à plusieurs milliards de dollars qui visent à justement ouvrir le pays au tourisme et préparer cet après-pétrole. Donc, et à mon sens, il y a aussi un enjeu de création d'un récit national avec une patrimonialisation, et c'est des thématiques sur lesquelles je travaille actuellement. Mais voilà, pour faire assez rapidement, c'est un gros investissement qui est porté non seulement à Aloula, mais aussi sur la mer Rouge. Vous avez aussi à l'est du pays plus de 60 projets à travers le pays qui visent vraiment à diversifier cette économie saoudienne qui sait qu'elle ne pourra pas tenir plus longtemps sur les revenus pétroliers. J'ai demandé donc à Ismaël Warscheid en aparté, parce qu'il est allé un peu vite. Vous serez peut-être d'accord avec moi sur les deux premières séries de photos qu'il nous a montrées. Donc, le temps que les vidéos se relancent. C'est là. Oui, avec plaisir. Justement, comme j'ai dit au début, rapidement, qu'aujourd'hui, la plupart de ces manuscrits sur lesquels je travaille se trouvent dans des bibliothèques familiales, ce qu'en arabe on appelle les khazaïn.
khizana. Enfin, ça veut dire littéralement une boîte de rangement parce que historiquement les livres étaient rangés dans des boîtes. Mais bon, ça a fini par désigner des bibliothèques privées. Là, c'est un exemple d'une bibliothèque justement de la région du Touat. Il faut dire que pour la Mauritanie, beaucoup de manuscrits ont été numérisés. Donc, dans le contexte mauritanien, on a beaucoup plus d'ailleurs aussi pour Tombouctou, beaucoup plus de manuscrits aujourd'hui accessibles en ligne. Alors que pour la région du Touat, en tout cas à mon époque, j'étais doctorant, tout était dans ce genre de bibliothèque, donc qui souvent étaient les fonds comment dire, de familles, de lettrés qui ont préservé cela comme un héritage familial. Là, je vous montre un exemple d'une bibliothèque bien tenue. Parfois, c'est beaucoup moins bien tenu. Ça dépend vraiment de l'intérêt. Il y a aussi un problème que parfois, ce genre de bibliothèque, quand le responsable y meurt, les héritiers ne savent pas quoi faire. Donc, ils vendent. Et beaucoup de manuscrits disparaissent pour cette raison-là. Donc, et puis, pour moi, comme chercheur, travailler dans ce type de bibliothèque, c'est là où commence le travail anthropologique. Parce qu'il faut négocier l'accès, il faut, enfin, ça, c'est l'aspect peut-être le plus passionnant de mon travail de justement négocier cet accès. À côté, c'est un exemple d'un recueil de fatwas qui pareil date de la région du Gourara, du Touat, c'est les Nawazil el-Jantouri, c'est un recueil de fatwas du XVIIIe siècle où on peut voir la structure un peu classique de ces recueils de fatwas. En fait, une fatwa, c'est une réponse, une expertise par un juriste musulman à une question. Donc là, vous avez comment dire, le titre du chapitre, Nawazil qada wa shahada wa ma yata'allaqu biha, c'est-à-dire les questions, les cas d'espèce qui traitent de la comment dire, de qada, enfin de l'application du droit, des jugements et des témoignages, etc. Et puis, vous avez la structure classique. Il a été interrogé, là, pour ceux qui lisent l'arabe, puis vient la question, ça en arabe on appelle istifta, et puis, fa'ajaba, il a répondu, vient la réponse, la fatwa. Et puisque dans les manuscrits arabes, il n'y a pas de ponctuation, donc il joue avec la graphie pour qu'on puisse s'orienter. Et juste dernier mot sur ces corpus. En fait, le terme recueil de fatwa, il est un peu trompeur parce que dans ces corpus, vous avez ce type de questions-réponses, mais vous avez aussi énormément de transcriptions, de lettres, de documents d'archives. En fait, c'est des véritables archives littéraires qui datent du XVIIe, XVIIIe siècle. Et pour le contexte de l'Afrique subsaharienne, c'est vraiment ancien. Donc là, on est dans une période très loin de la période coloniale. Bref, c'est des documents d'une richesse énorme pour écrire l'histoire de l'Afrique avant les Européens. Merci pour vos interventions. Moi, je me demandais une question pour tous les deux sur votre entrée dans le terrain et votre rapport aux enquêtés. Donc, comment vous trouvez un peu les personnes que vous allez interroger, comment vous vous présentez et comment vous pouvez un peu analyser votre position par rapport à ces populations? Merci pour votre question, parce que c'est vrai que c'est le gros du travail ethnographique, c'est-à-dire comment on arrive quelque part et comment les gens nous accueillent et veulent bien nous parler. Donc il y a, je pense, un vrai engagement à avoir sur le terrain. Alors, moi, ça a été assez facile par rapport à d'autres terrains que j'avais pu faire, parce que j'avais travaillé avant sur la Palestine, sur la thématique des crimes d'honneur, donc c'était beaucoup plus compliqué de faire du terrain sur cette thématique, alors que arrivé alors là en Arabie Saoudite, je m'attendais à voir des gens un peu fermés. Voilà, moi je suis du sud-ouest de la France. Normalement, quand on arrive dans la ferme de quelqu'un, on est accueilli avec des carabines. Là, on est accueilli avec du café et des dattes. Donc c'était un terrain qui était plutôt simple pour ça. Ce qui a été difficile sur le terrain,
c'est justement que c'est un contexte politique un peu particulier. L'Arabie Saoudite n'est pas un pays démocratique, même s'il y a des modalités d'élection démocratique dans certaines tribus. Ça reste un terrain difficile pour ça, avec justement des précautions à prendre, des thématiques à ne pas aborder, dont on sait qu'on ne peut pas les aborder, et qui rendent pour le coup le terrain un peu plus complexe. Mais pour aller à la rencontre des gens, c'était un vrai bonheur. Il suffisait de se balader littéralement dans les fermes. Le fait de parler arabe aide beaucoup, parce que, alors en arrivant sur le terrain, moi je parlais l'arabe littéral que j'avais appris à l'INALCO et que je mélangeais avec du palestinien et du syrien que j'avais appris un petit peu. Mais du coup, j'étais un petit peu l'attraction. Regardez, c'est un Français qui parle le littéral. Donc, en plus, j'ai traîné dans des cercles de lettrés très vite. C'était assez chouette. Mais après, quand j'ai commencé à apprendre le dialecte local, il y a eu plein de choses qui se sont révélées. Surtout qu'en fait, il n'y a pas un seul dialecte local à l'heure-là, il y en a 6. Donc c'était pour le coup d'une très grande richesse dialectale. De passer de l'un à l'autre, ça a été très intéressant pour comprendre aussi des relations à l'environnement, des dénominations, des terminations de plantes ou d'animaux différentes. Et donc l'arrivée sur le terrain et faire de l'ethnographie en Arabie Saoudite, c'était à la fois complexe et simple. Donc je ne sais pas comment vraiment bien répondre à cette question, mais en tout cas c'était une expérience très formatrice. Oui, c'est en effet une question fondamentale. D'ailleurs, je viens de publier un chapitre où je parle de ça, en fait, à partir du TWAT, justement comment j'ai fait mes enquêtes au TWAT. Je dirais que là, je retiens seulement, à mon avis, il y a 2 éléments. Déjà, ça dépend, comme vous avez dit, ça dépend énormément des sujets. Moi, entre guillemets, je travaille sur un sujet noble. C'est-à-dire, je travaille sur le Torah, sur l'héritage arabo-islamique. C'est quelque chose qui est valorisé, qui est aussi politiquement assez neutre jusqu'à un certain degré. Si je travaillais sur les esclaves, sur des choses, ça serait autre chose. On peut, il y a beaucoup de collègues qui font des travaux excellents sur ces questions-là, mais c'est vrai que moi, mon sujet en soi est un sujet entre guillemets, qui fait sens. Parce que justement, c'est ce que je voulais dire, ce que je dis dans l'article, c'est que pour avoir accès au texte, il faut savoir poser des questions. C'est-à-dire, il faut rendre son propos compréhensible, et ça n'a rien à voir avec le niveau intellectuel, mais de comprendre ce que, dans le contexte local, fait sens. Si, par exemple, je demande, je cherche des recueils de fatwa, ça n'a aucun sens. Si je dis, je cherche les Nawazil d'Al-Jantouri, est-ce que vous avez une copie? Ça fait sens. Parce que dans ces régions-là, chaque manuscrit est considéré comme une œuvre qui est liée à un personnage. Ce personnage a, comme vous avez dit, un clan, il y a toute la parenté derrière. Donc il y a cet aspect de l'enquête de terrain, de développer un sens pour comment poser des questions, ça c'est fondamental, surtout quand on commence à poser des questions sur des sujets un peu sensibles, parce qu'évidemment je demande pas est-ce que vous avez des recueils de fatwa, ça c'est une chose. Et puis la deuxième chose, elle est la plus fondamentale, et on ne fait rien, à mon avis, selon mon expérience, on ne fait rien s'il n'y a pas quelqu'un sur place qui se porte garant pour vous. Vous devenez, comme on dit en arabe, le maoula de quelqu'un. Et moi, j'ai eu la chance, le privilège, l'honneur, je le dis, d'avoir au TWAT et aussi maintenant en Mauritanie des gens qui se portent garant pour moi, qui ont compris que voilà, je viens pour faire de la recherche, pour produire de la connaissance, je fais rien d'autre, et qui m'ont énormément aidé. Sans le soutien de mes interlocuteurs locaux, mais rien ce que j'ai fait jusqu'à présent aurait été possible. Donc ça, je le dis, la chose la plus importante, c'est d'avoir, parce que c'est quand même des sociétés fondées sur les rapports de parenté, enfin ça compte beaucoup. Donc il faut avoir cette chance de se faire des amis, des vrais amis qui vous font confiance, et il faut être
à mon avis, ça c'est un peu mon avis personnel, être conscient de l'ampleur de cette chose, que les gens vous fassiez confiance alors que vous êtes étranger, ils ne vous connaissent pas. Et moi, j'ai eu cette chance d'avoir rencontré, de ce point de vue-là, des gens extraordinaires. Alors, on a bien compris que pour la Mauritanie, la situation était un peu différente en raison du degré encore élevé de pastoralisme, d'économie dans le désert, mais vous avez tous les deux évoqué ou semblé signifier qu'aujourd'hui, le désert, c'était quand même surtout une destination de week-end. Enfin, je veux dire, on allait planter la tente pour le toit, c'était devenu exotique, y compris pour d'anciens bédouins sédentarisés, etc. Est-ce que j'ai bien compris? Ou est-ce que ce rapport actuel maintenant au désert est plus complexe que seulement une zone exotique où, un peu comme les Européens, on va être fasciné par les dunes et passer le week-end, mais il faut vite revenir en ville pour avoir le confort dans lequel on peut vivre actuellement? Comme vous parlez d'amitié, moi je vais en profiter pour parler d'une anecdote, et que ce qui se passe beaucoup sur le terrain, et moi ce qui s'est passé pour moi, c'est que par exemple aller passer une nuit dans le désert avec un ami, c'est sceller une amitié. C'est-à-dire qu'on se fait confiance pour arriver dans cette zone qui est loin de tout. Et voilà, en fait, quand on se connaît pas bien, c'est vrai que c'est un moment où on se fait confiance, on arrive dans un endroit qu'on connaît pas du tout, on est éloigné de la civilisation, parce que Al-Bar, c'est ça, c'est la steppe désertique, éloigné de toute forme de civilisation. Et donc, oui, il y a ce côté-là qui, à mon sens, est assez marquant. Quand on scelle une amitié, c'est qu'on a passé la nuit dans le désert avec quelqu'un, ou avec un groupe de personnes. On a joué à la belote, on a mangé et on a rigolé toute la nuit. Alors, ce que vous disiez sur le fait que le désert aujourd'hui c'est plutôt une destination de loisirs, moi c'est vrai que c'est comme ça que je l'ai vu. Je l'ai vu sur le terrain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Saoudiens d'Al-Ola, notamment bédouins, ils vont camper là où leurs grands-parents campaient. On prend le pick-up, on va s'installer, on boit le café, voilà, on ramène des amis. Et en fait, c'est une vraie activité. C'est partir dans le désert en famille le week-end, qui n'a plus du coup la même implication que ça pouvait l'avoir par le passé, parce que avant le désert c'était un lieu hostile. Il y a encore des histoires de gens qui ont été attaqués par des loups, si ce n'est des lions, mais ça c'est une autre histoire. Donc il y a cette vraie pratique qui est pour les Saoudiens en tout cas fréquente. Vous avez aussi le tatris, qui est un sport automobile qui consiste à aller faire du 4x4 sur les dunes de sable. Et alors moi, je m'étais retrouvé un vendredi après la messe du midi, invité par des amis pour me rendre dans un lieu un peu éloigné. Il avait plu, et donc en fait, les pistes étaient vraiment praticables pour tous les types d'automobiles possibles, et il y avait une centaine de personnes regroupées en train de faire du rodéo urbain, enfin pas urbain du coup, du rodéo sur les dunes, et avec des enfants qui évitaient les voitures. C'était un spectacle assez incroyable. Donc oui, c'est plutôt cette pratique-là que j'ai pu constater, effectivement. Oui, mais notamment aussi la question de ce rapport avec ces manuscrits qui est quand même intrigante. Comment est-ce qu'ils sont regardés, ces recueils alors c'est pas des recueils, mais c'est Nawazil. Et comment est-ce que, encore aujourd'hui, on lit encore ces questions-réponses? Est-ce qu'elles sont encore pertinentes aujourd'hui pour les gens qui les lisent? Oui, et je pense que là, justement, on voit les différences. Parce que déjà pour le rapport au désert, en Mauritanie, je dirais pas que c'est uniquement pour passer le week-end. C'est vrai que le centre économique, c'est la capitale Nouakchott, la plupart des gens habitent là-bas, mais ils passent beaucoup de temps dans la Bédia. Même l'investissement dans l'économie de bétail, d'élevage de chameaux, ça compte beaucoup dans l'économie. C'est pas du tout des activités un peu à la marge. Bon, je ne travaille pas sur la Mauritanie contemporaine, donc je ne me sens pas vraiment compétent sur la question, mais en tout cas, je dirais que dans toute la zone sahélienne, ceux qui vivent dans le désert, ils vivent vraiment dans le désert. Et je crois que si on se déplace vers le Tchad, vers le Niger, vers le Mali, on va encore plus voir cette vie nomade comme la réalité pour beaucoup de gens. D'ailleurs, beaucoup de conflits qu'on voit
de nos jours dans cette zone sont liées au conflit que vous avez évoqué entre les agriculteurs et les populations pastorales, etc. Donc je crois que là, au Mauritanie et ailleurs, même dans le sud de l'Algérie, peut-être l'Algérie c'est un peu différent, mais encore je suis vraiment pas qualifié. Mais en tout cas, la question, la situation me semble différente, et y compris pour les textes. Parce que donc, déjà, il faut dire qu'en Algérie, comme en Mauritanie, j'ai beaucoup de collègues universitaires qui font le même travail que moi. Donc, il y a un intérêt scientifique pour ces textes. Il y a des grands chercheurs mauritaniens, algériens, marocains qui ont travaillé sur les textes, qui ont fait des travaux précieux, importants. Et puis, il y a la dimension religieuse. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, les centres d'enseignement traditionnels qui existent aussi en Algérie. Donc, il y a aussi un rapport de piété à ces textes pour certains, pour apprendre les préceptes de la religion. Donc, il y a ça. Et puis, il y a, puisque ce sont des textes plus particulièrement concernant les recueils de fatwa, puisque c'est des textes de droit, effectivement, ces textes, quand il y a un conflit local, un litige sur une fogara, bon, évidemment, l'Algérie a un système de droit de type moderne, donc évidemment, on ne va pas appliquer les fatwas, mais quand même, pour faire de l'expertise, et en Mauritanie, ça me semble la même chose, ces textes ont gardé un certain caractère référentiel. Et même moi, quand j'ai fait mes enquêtes, par exemple, pour accéder à un manuscrit, évidemment, on ne va pas arriver chez le monsieur, chez le cheikh, et on prend tout de suite en photo le manuscrit. Il faut discuter. Et quand ils discutent de ces textes, ils vont les lire. Je me rappelle une scène, on a lu ensemble le texte et le cheikh a commenté, comme si c'était... Et il connaissait bien les règles. Donc on voyait que c'était pas quelque chose qui relevait uniquement d'un passé lointain. Donc je dis que c'est en fait dans toutes ces régions-là, le jeu entre continuité et changement est assez complexe. Donc il y a des moments où il y a des choses où il y a une continuité assez remarquable, et il y a autre chose où il y a d'autres domaines où ça a complètement changé. Voilà. Merci à tous les deux pour vos interventions qui sont à la fois très différentes et complémentaires. Je dirais que au-delà du fait que vous travaillez sur des périodes différentes, vous travaillez aussi sur des contextes économiques extrêmement différents. Et ça, c'est une chose peut-être qui ressort pas, alors qu'il y a vraiment un contraste en termes de capacité économique et entre la Mauritanie, qui est un des pays les plus pauvres de la Terre, et l'Arabie Saoudite, qui est un des plus riches. Et quand on parle de développement... alors là, pour le futur, il y a aussi une capacité d'investir dans ce développement, et en particulier, comme vous le savez très bien, Léo, par la désalinisation, les grands projets d'adduction d'eau désalinisée depuis la mer Rouge vers l'Oasis, pour compenser le fait que la nappe phréatique baisse. Mais une chose peut-être, alors c'est plus une remarque qu'autre chose, mais sur la longue durée, les espaces désertiques, ou les zones désertiques ont toujours été des systèmes où il y a eu une complémentarité entre les espaces oasiens, ou en tout cas les espaces citadins, de quelque nature que ce soit, et les sociétés pastorales. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il y a du pastoralisme en Mauritanie aujourd'hui, c'est parce qu'il y a aussi un renforcement des zones urbaines, parce que c'est dans les zones urbaines qu'il y a les marchés. Et ça, la question de la vente des produits de l'élevage est absolument essentielle, et de l'accès des pasteurs à d'autres types de biens que ceux qu'on trouve dans le désert est essentiel. Et c'est la même chose. Alors là, aujourd'hui, il y a toujours des pasteurs. Alors là, il y a toujours des gens dans le désert, sauf que c'est plus les Bédouins qui se sont sédentarisés et qui vont passer leur nuit dans le désert, c'est les travailleurs émigrés qui ne sont pas les mêmes que ceux qui travaillent dans l'Oasis, qui sont des Baloutches et des Soudanais, et qui élèvent
les dromadaires dans le désert, parce qu'il y a toujours une économie pastorale du dromadaire, même si elle a changé de nature. Mais bon, je ne vais pas vous prendre la parole. Mais sur la longue durée, c'est pas parce que les gens se sédentarisent et parce que les centres urbains grossissent et parce qu'il y a des changements climatiques que nécessairement il y a un affaissement de la population pastorale, mobile, qui est en termes que les anthropologues aujourd'hui préfèrent souvent au terme de nomades, qui s'opère. Et que donc, voilà, ces sociétés peuvent toujours avoir des beaux jours devant elles, parce qu'elles sont, en effet, comme vous le disiez, extrêmement résilientes, y compris face au changement climatique. Merci. Oui, merci pour votre remarque parce que ça me permet effectivement d'aller un peu plus dans le détail. C'est vrai que je parlais des Saoudiens qui passent leur week-end dans le désert, mais il y a aussi beaucoup de travailleurs étrangers, effectivement, d'origine soudanaise notamment. J'en ai rencontré beaucoup dans le désert. C'est vrai que on croise des troupeaux immenses qui sont menés par ces bergers. Alors, ces troupeaux, ils restent quand même la propriété de Saoudiens, bien sûr, et ils sont donc menés sur des aires de pâture qui sont maintenant plus associées à des tribus. On peut aller sur n'importe quelle aire de pâture aujourd'hui en Arabie Saoudite, puisqu'il n'y a plus ces règles, justement, le principe de la hima, donc de mise en défense. Donc aujourd'hui, ça pose aussi pas mal de problèmes en termes écologiques, parce que comme on peut aller pâturer partout, qu'on sanctuarise des espaces comme la réserve de Charan, qui, il me semble que c'est 250 km², donc c'est une aire de pâture énorme qui sort, et on a des propriétaires de bétail qui amènent leurs bergers et leurs troupeaux dans la région parce que il a plu un peu plus qu'à Tabouk, donc ils descendent de 200 km et ils viennent avec d'immenses troupeaux, et ça pose un vrai problème en termes de restauration écologique des aires de pâture. Donc effectivement, il y a encore cette synergie entre les espaces oasiens et ces espaces de pâture, mais encore une fois, il y a ces problématiques aussi de surpâturage qui sont posées avec beaucoup d'importance. Donc oui, mais merci de m'avoir permis de spécifier un peu plus aussi. C'est vrai que le rôle des travailleurs étrangers est absolument fondamental dans la reproduction de ce socio-écosystème oasien, puisque c'est eux qui prennent en charge le travail physique dans l'oasis. Ils montent au palmier, ils s'occupent des récoltes, et en dehors, ils mènent paître des troupeaux gigantesques un peu tout autour d'Al-Ala. Pour ces interventions vraiment passionnantes, remarquables. Moi, j'ai une question de genre, en fait, à vous poser. J'ai travaillé beaucoup sur la Syrie et la Jordanie, donc je suis géographe, et j'avais travaillé sur l'héritage des femmes. Et ce qui était intéressant, c'est que dans les espaces de désert, justement, quand c'était Miri, les femmes héritaient à part égale des droits de pâturage, des troupeaux, c'est très intéressant, des bédouines héritaient à part égale. On n'appliquait pas la charia, en fait. Enfin, bon, excusez-moi, non, pardon. En tout cas, on n'appliquait pas la demi-part. Voilà. Et donc, je voulais vous poser la question, est-ce que le Miri a été effacé complètement? Et comment ça se passe? Voilà. Comment ça se passe maintenant pour l'héritage dans ces régions? Voilà. Et même pour les deux pays. Hein. Merci beaucoup. Merci pour votre question, parce que ça me permet aussi de détailler un peu quelque chose sur ce terrain qui était assez particulier. C'est que moi, j'ai eu assez peu accès à des sociabilités féminines. J'ai eu peu accès à des femmes, et en ayant travaillé aussi sur les crimes d'honneur en Palestine, j'avais aussi beaucoup d'appréhension à aller à la rencontre de femmes. Donc c'est un peu l'angle mort qui a été dans ma thèse de ce genre, qui était en fait un genre uniquement presque masculin. Mais c'est vrai que je me suis un peu intéressé quand même à ces questions d'héritage, parce que à l'inverse, c'est plutôt au sein de l'Oasis qu'il y avait des femmes qui étaient notamment propriétaires de palmiers dattiers. J'avais trouvé des registres des impôts des années 40 où il y avait Madame Intel qui disposait de tel palmier dans la Palmeraie Sud, etc., etc. Donc c'était plutôt du côté sédentaire qu'il y avait cette équité. Est arrivé quand même en Arabie Saoudite les Wahhabites. Il y a eu quand même une application assez globale de principes de droit religieux d'inspiration de cette école juridique. Et étrangement, il y a eu une assimilation par les Bédouins qui ont décidé d'abandonner un peu leurs droits coutumiers
pour appliquer le droit chariatique, comme il l'appelle. Et à mon avis, c'est parce que, enfin, en tout cas, ce qu'on m'en a dit, c'est que c'était parce qu'il était peut-être moins dur. Mais ça a pu jouer en défaveur des femmes. Mais là, je pense que c'est plutôt au niveau historien et peut-être du côté mauritanien que vous aurez plus d'éléments. Oui, effectivement, je pense que ça, vous le savez vous-même, que les sources judiciaires, bon, pour l'Empire ottoman, c'est les registres de Qadi, ont permis d'écrire une histoire du genre. Et les recueils de Fatawa, c'est un peu le même principe. Donc, on voit beaucoup apparaître ce genre de litige. En même temps, la critique a d'ailleurs été aussi faite pour les archives judiciaires ottomanes, c'est toujours une partie de l'ensemble. Donc on ne sait pas au-delà quelles ont été les pratiques sociales orales qui n'ont pas laissé de traces. Cela, je dois dire ça avant, un peu en posant cela d'emblée. Mais non, parce que j'ai travaillé sur ces questions pour les régions du Touat. Je dirais que la contention dans ces sociétés-là n'est pas tellement une tension entre genres, c'est une question entre droit individuel et droit collectif. À partir du moment où on introduit les droits individuels, la femme, selon le droit musulman, a ses droits individuels et le droit à l'héritage en fait partie. Donc, c'est plutôt... Ça peut apparaître un peu paradoxal pour les gens qui ne sont pas spécialistes, mais la promotion du droit musulman, de facto, favorise le droit à l'héritage des femmes dans ces régions-là. Parce que c'est la coutume, le urf, qui a tendance à écarter les femmes de l'héritage et de la plupart des transactions matérielles. Donc, on trouve beaucoup de traces de ces débats-là. Que justement, une femme, les frères veulent refuser à la femme d'obtenir son droit d'héritage. Après, et là c'est encore le problème avec les sources, on ne sait pas, étant donné, parce que le droit musulman ne connaît que des individus, et ne connaît pas d'acteurs collectifs. Donc si on lit une fatwa sur une femme qui réclame sa part d'héritage, on ne sait pas si derrière c'est son mari qui réclame. Vous voyez ? Parce que c'est elle qui se présente au Qadi. Donc les pressions sociales qu'il y a en dehors de ce cadre strictement juridique, on ne les sait pas. Mais on a beaucoup et là c'est pour ça aussi cette documentation est fascinante, on a beaucoup d'exemples de femmes. Bon, déjà, femme, c'est compliqué parce qu'il faut distinguer femme à quel moment de sa vie. Une femme âgée de 30, 40 ans est dans une position sociale beaucoup plus puissante, si j'ose dire, qu'une jeune fille de 18 ans qui est encore sous la tutelle de son père. Bon, je ne me perds pas dans les détails, mais pour vous dire que déjà la question de genre, dans ces sociétés-là, à cette époque-là, il faut toujours penser par rapport à l'âge. Mais cela dit, on voit des cas de femmes qui revendiquent et qui disent explicitement mais mon père veut pas me donner enfin, et on voit clairement que les femmes possèdent des biens, possèdent de façon individuelle des biens et les gèrent à leur manière. Et d'ailleurs aussi tous ces dispositifs qu'a le droit musulman à sa disposition, si on veut, pour exclure les femmes de l'héritage, on voit aussi l'usage de ces mêmes dispositifs pour garantir l'héritage des femmes. Juste un exemple, vous pouvez, si vous possédez un jardin de palmiers, pour éviter qu'il soit divisé au moment de l'héritage, vous pouvez faire don de ce jardin à votre fils. Comme ça, la femme sa sœur est exclue. Mais on trouve le même cas où le père fait don de ce jardin à sa fille, parce qu'il a peur qu'après sa mort, les frères vont pas... Vous voyez ? Donc, en fait, dans ces documentations, on voit toute cette complexité des rapports de genre. Mais, et j'insiste là-dessus, on reste dans un cadre où, effectivement, les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Donc, c'est quand même des sociétés patriarcales. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais dans ce cadre patriarcal,
les recueils de fatwa, comme les archives de Qadi, permettent d'observer ce qu'on appelle en anglais la agency de ces personnages. Merci beaucoup Léo Marty, Ismail Warshad. Merci beaucoup d'être venu pour cette dernière conférence du cycle écologie en islam. Donc toutes les séances sont enregistrées grâce à Maxime et à la Bulac et vous pouvez les retrouver donc déjà les 7 premières et celle-ci dans 2 semaines à peu près si vous voulez les revisionner. Voilà. Un grand merci pour votre participation ce soir.